L'Instant Mag de Magali Barthès. Il fait partie des analystes écoutés du conflit israélo-palestinien. Professeur de sciences politiques à l'Université libre d'Israël, Denis Charbit était l'invité d'une conférence intitulée « Quel sionisme ?» depuis le 7 octobre, organisée le 20 juin par le FSJU et le Centre Edmond Flegg en partenariat avec Candle for Israel, l'UEJF et le collectif du 7 octobre. Denis Charbit, bonsoir. Bonsoir. Quels sont les différents types de scénarios post-7 octobre ? Dans la société israélienne, je vois actuellement 3 scénarios se dégager. Le premier, c'est celui qui est défendu par l'extrême droite israélienne, nationaliste et religieuse, et qui consiste à profiter, je dirais, de la guerre à Gaza et éventuellement au Liban si un nouveau front s'ouvre là-bas, pour étendre l'implantation juive, non seulement en Cisjordanie, ce qu'ils font depuis longtemps, mais également dans la bande de Gaza et au sud du Liban. C'est l'accomplissement, je dirais, du rêve d'un Eretz Israël aussi grand que possible, et qui bien sûr ne pourrait pas se faire avec le consentement du monde. Le deuxième scénario, c'est un scénario plus centriste, porté par Benny Gantz et Gadi Eisenkot, et qui consiste à affronter les problèmes d'Israël avec rationalité. C'est-à-dire à mettre de côté les affects et à essayer de reconstruire une relation avec les États-Unis qui inclurait l'Arabie saoudite et un débouché pour les Palestiniens, sous une forme ou sous une autre. Et puis le troisième scénario, qui est plus à gauche, c'est celui des ceux qui sont actuellement au Parti travailliste et au Meret, Yair Golan et d'autres, qui eux disent clairement Israël doit prendre l'initiative. Il n'y aura pas de réconciliation et de paix dans la région si on ne donne pas aux Palestiniens une patrie qu'ils méritent, parce que dès le début, le conflit opposait 2 peuples et qu'il n'est pas pensable et pas concevable qu'un peuple ait son État et le peuple palestinien n'en ait pas. Alors dans cette société israélienne post-7 octobre, l'idéologie sioniste n'est semble-t-il pas une préoccupation ? Non, elle n'est pas une préoccupation parce qu'on n'est pas dans une période où on débat comme dans un café des idées et des rivalités entre elles. On est aujourd'hui dans une existence au jour le jour, préoccupé par qui par son mari, qui par son fils, qui par l'état de l'économie qui va pas très bien, et puis une sorte de dépression liée au trop grand nombre non seulement de soldats disparus, mais également de blessés post-traumatiques, de blessés orthopédiques. Voilà, donc même si la question sioniste reste toujours une question pertinente, mais elle n'est pas, elle n'est pas au centre des préoccupations, parce qu'aujourd'hui les préoccupations sont terre à terre, sont quotidiennes. Le seul moyen, vous l'avez dit, de s'en sortir pour Israël, c'est d'être réaliste. Oui, je pense que nous sommes plongés dans une crise où nous n'avons le sentiment que l'on peut réagir à cette crise que par les sentiments, que par l'affect, que par la passion, que par l'indignation. Alors c'est normal, ça fait partie d'un exitoire psychologique que je comprends parfaitement, mais je pense que à moyen terme, je dis pas demain matin, mais à moyen terme, c'est la raison qui doit l'emporter, c'est l'exercice rationnel des avantages, des inconvénients de telle solution, de telle autre. Mais c'est sûr que c'est d'abord la responsabilité de nos leaders. Le peuple, il viendra peut-être plus tard, mais au final, il faut aussi être capable de raisonner autour de ce conflit et pas simplement de le tenir pour un conflit existentiel. Tant qu'on le tiendra pour un conflit existentiel, nous n'aurons pas les moyens psychologiques et mentaux de le résoudre. Le sionisme de diaspora, vous l'avez dit, sera le décalque de ce qu'aura connu Israël. Oui, je pense qu'en fonction de l'évolution d'Israël que j'ai dessinée selon ces 3 scénarios, on pourra voir, on verra plutôt la diaspora s'identifier ou non à celui des 3 qui l'aura emporté. Maintenant, il y a une autre question qui se pose à la diaspora, c'est le sentiment de son malaise, de son mal-être, en France aujourd'hui, mais aux États-Unis et dans d'autres pays. Et c'est clair que, alors que jamais autant on a mis Israël en cause, jamais autant Israël n'est devenu indispensable comme aujourd'hui pour les Juifs. Indispensable aussi aux démocraties du monde. Et
aux démocraties du monde, exactement, qui ont besoin effectivement de cet îlot de démocratie dans une région qui ne l'est pas. Oui, et comme vous l'avez dit, l'État d'Israël a un devoir de responsabilité vis-à-vis des Juifs du monde. Oui, c'est vrai que l'État d'Israël a pour vocation d'abord de protéger les citoyens et de prendre des décisions en fonction de l'avenir d'Israël. Mais quand on est un État juif, quand cet État juif a proclamé qu'il a un devoir de responsabilité envers les Juifs de la diaspora, il faut qu'il intègre dans sa prise de décision les impacts que peuvent avoir les décisions qu'Israël prend dans les communautés juives de diaspora. Alors ça ne veut pas dire forcément ne pas faire la guerre parce que ça pourrait nuire à la diaspora, mais en tout cas tenir compte des appels qui viennent de la diaspora ou de la nécessité de tenir compte de son bien-être. Faut-il craindre un risque d'effondrement du modèle israélien ? Effectivement, si l'emportait ce modèle que j'ai décrit de l'extrême droite, consistant à coloniser la bande de Gaza et le sud Liban, il est fort probable qu'une grande partie des élites israéliennes lâche prise, décide que c'est plus possible. On se condamne à un isolement diplomatique de plus en plus grand. On se condamne à des nouvelles guerres avec le Hamas, le Hezbollah et l'Iran. Et donc, dans ce contexte-là, il n'est pas exclu que des Israéliens, surtout des classes moyennes supérieures, des élites, comme on dit, décident de partir, et si ce n'est eux, en tout cas leurs enfants. Et là, à ce moment-là, le modèle économique d'Israël en pâtirait parce que actuellement, c'est sur le socle de ces élites professionnelles qu'on peut assurer les transferts sociaux aux orthodoxes, aux arabes, etc. Et donc, on serait confronté, avec ces départs-là, à une faillite du modèle économique israélien. Vous l'avez dit aussi, il ne faut pas réduire l'analyse à la confrontation israélo-palestinienne. Oui, je dirais que si on veut qu'un processus de paix fonctionne, il faut de manière tout à fait complémentaire que ce traité de paix concerne également les nations arabes, les États arabes et notamment l'Arabie saoudite. C'est-à-dire que les Israéliens, si on ne leur dit pas uniquement de discuter avec les Palestiniens, pourraient s'accorder à négocier avec eux dans le cadre d'une négociation générale avec le reste du monde arabe. Israël n'est pas seulement un idéal et votre préoccupation, vous avez insisté, c'est aussi d'humaniser Israël. Oui, j'ai voulu souvent, quand je suis intervenu à la radio ou à la télévision, présenter le point de vue des Israéliens, pas simplement du gouvernement, pas simplement dire Netanyahou va faire ceci, Netanyahou va faire cela, Ben Gvir va faire ceci, Gantz s'en va, etc. Mais analyser les souffrances, les douleurs, parce que comme on est censé être vainqueur, les gens se représentent, les Israéliens, comme une nation de vainqueurs. Or, il suffit d'aller là-bas pour se rendre compte qu'ils sont tous déprimés, qu'ils sont tous tristes, qu'ils ne voient pas le jour au bout, quelle que soit leur position politique, et que voilà, c'est ce que j'appelle humaniser Israël, ou en tout cas humaniser les Israéliens, montrer que ce sont des gens comme les autres, qu'ils ont les mêmes préoccupations que les autres et qu'ils n'ont pas à être réduits à cette image d'un État vainqueur comme on le présente trop souvent dans les médias en France. Eh bien, merci beaucoup Denis Charbit pour cette interview riche de sens. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. À l'issue de la conférence, le président du FSJU Marseille-Provence, Lionel Stora, disait sa satisfaction d'avoir proposé au public ce décryptage qui tombait à point nommé dans le contexte actuel. Nous avons effectivement eu le plaisir de recevoir Denis Charbit en partenariat avec le Centre Edmond Flegg, donc le Fonds social juif unifié et le Centre Edmond Flegg. C'est une conférence qui était prévue depuis pas mal de temps en fait, qui vraiment a pour but d'essayer de remettre un petit peu les choses en perspective après le 7 octobre, d'avoir un éclairage d'experts puisque c'est un professeur de sciences politiques, qui intervient d'ailleurs entre autres à Sciences Po Paris. Et ce qui est intéressant, c'est que Denis Charbit fait partie de ces rares personnes capables dans un débat, parce qu'il est toujours à l'écoute, de mettre les contradicteurs en face de leurs propres contradictions. Je vous renvoie à un débat qu'il a eu avec en face ce jeune enfant de Palestinien qui est le leader du mouvement à Sciences Po Paris, qui a exclu des juifs, une juive, etc. C'était une rare personne à avoir eu la capacité de mettre ce jeune-là face à ses contradictions. Donc il a cette capacité parce qu'il a la connaissance, parce qu'il connaît bien Israël puisqu'il y vit depuis 1974, parce qu'il a la connaissance des sciences politiques, parce qu'il a la connaissance de tout ce qui peut se tramer en fait géopolitiquement, et surtout des projections qu'on peut en faire, c'est-à-dire comment on imagine des solutions, comment les choses peuvent évoluer, avec qui elles peuvent évoluer. On a entendu une conférence avec des propos audacieux qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre, qui bousculent
Et c'est ce qui est agréable parce que c'est aussi ça qui nous bouscule dans nos raisonnements, qui fasse bouger les lignes, qui nous engage à l'introspection, qui nous engage à se poser des questions et à faire en sorte que tout ça nous permette d'avancer et d'envisager un avenir. Lequel, c'est très difficile à dire puisque lui-même n'est pas devin, il le dit. Mais en tout cas, ça fait partie des éclairages dont on a besoin cruellement actuellement. Cette conférence a suscité beaucoup d'intérêt, dont celui d'Ariane. J'apprécie beaucoup Denis Charbit, je trouve qu'il essaie de tenir une ligne de crête extrêmement complexe aujourd'hui pour les Israéliens de gauche et les sionistes de gauche. Il est sioniste de gauche et aujourd'hui je crois que c'est une position très difficile à tenir, donc je m'intéresse beaucoup à son travail. C'est vrai que je l'ai interpellé parce qu'il a un moment laissé entendre que la vague antisémite actuelle dans le monde était en partie causée par le gouvernement d'extrême droite en Israël, et j'ai effectivement mentionné que je me positionnais à l'encontre de cette interprétation parce que selon moi rien ne peut légitimer l'antisémitisme et il n'y a aucune raison pour que les juifs dans le monde soient pris à partie en raison de ce qui se passe à Gaza ou de la politique israélienne.